Bonjour tout le monde. Nous verrons aujourd'hui dans la vidéo le contenu du chapitre 2, qui est dans le fond l'organisation des données en tableau et graphique. Euh, j'ai préparé, étant donné qu'il y a beaucoup de graphiques, là, puis c'est plus facile à faire, à vous présenter là, à l'aide de l'utilisation de logiciels Excel et PowerPoint. Là. Je vous ai fait une petite présentation. Donc, vous allez voir les différentes diapositives qui s'en viennent suivent exactement le contenu qui se retrouve dans les notes de cours. Donc, vous pouvez ouvrir vos notes au chapitre 2 et nous verrons donc à travers les prochains exemples comment regrouper, comment organiser les données en tableau et en graphique de sorte qu'on ait un visuel beaucoup plus rapide de la série statistique. Puisqu'il n'y a rien de pire qu'avoir, par exemple, 250 données qui sont soit sur un chiffrier Excel ou qui sont sur une feuille. Difficile de devoir d'y voir une tendance. Donc, on utilise les graphiques, les tableaux vraiment là, pour essayer le plus possible, le plus rapidement possible, d'avoir un aperçu de la distribution de la série statistique. Donc, la première chose, à chaque fois que vous allez devoir faire un tableau ou un graphique, c'est très important, vous serez évalué là-dessus. Vous allez devoir y mettre un titre. Donc, on ne met pas un titre de n'importe quelle manière et il y a certains critères auxquels je vais vraiment tenir mordicus là, pour qu'on considère que ça soit bien fait. Donc, d'abord, vous devez toujours commencer par répartition. Donc, à vrai dire, on pourrait mettre des synonymes, mais bon, pour ne pas se casser la tête, on va répartir. Qu'est-ce qu'on répartit? Toujours l'échantillon ou la population qui est à l'étude. Donc, dans l'exemple que vous avez, là, il y a 28 parents qui ont été interrogés sur le nombre d'enfants qu'ils ont. Donc, l'échantillon, 28 parents d'étudiants. Toujours mettre le selon et ensuite, on met le nom de la variable. Donc, ici, la variable à l'étude, c'est le nombre d'enfants qu'ils ont. Donc, on essaie de faire une phrase complète. Donc, vous voyez, répartition selon doit toujours être là. Donc, on répartit l'échantillon de blablabla selon la variable. Donc, une fois qu'on a inscrit le titre en haut du tableau, on va regrouper les données. Donc là, vous avez les réponses, mais je vous donne quand même, vous devrez peut-être essayer de faire l'exercice par vous-même là, si vous comprenez comment obtenir les nombres qui apparaissent dans le tableau. Donc, j'ai compté combien il y a de 1. Combien il y a de parents qui ont un enfant? Il y en a 8. Et là, ici, ce qu'on va appeler les fréquences absolues, donc le nombre brut de parents pour chacune des valeurs possibles. On a une deuxième colonne qui s'appelle la colonne des pourcentages et une troisième qui s'appelle les pourcentages cumulés. Donc, au cours des prochains exercices, là, on aura l'occasion de faire des exemples d'application. Mais le calcul, en gros, 8 sur 28, lorsqu'on le met en pourcentage, lorsqu'on ramène sur 100, ça nous donne 28,57. Le pourcentage cumulé, lui, nous donne jusqu'à présent, quel est le pourcentage, par exemple, de parents qui ont tant d'enfants ou moins. Donc, lorsqu'on dit qu'il y a 67,86 des parents qui se retrouvent ici, c'est qu'il y en a 67,86 des parents qui ont 2 enfants ou moins. C'est le cumulatif des pourcentages de la colonne des fréquences relatives ici. Okay, donc, lorsqu'on fait 28,57 plus 39,29, ça donne 67,86. On aurait pu aussi faire 19 sur 28. Et les autres valeurs sont données de la même manière. Donc, par exemple, quel est le pourcentage des parents qui ont 3 enfants ou moins? C'est 89,29, puisqu'on a regroupé ces 3 catégories-là ensemble. Autre exemple, donc, vous avez une série statistique qui étudie la répartition de 80 étudiants selon le niveau de satisfaction envers les activités parascolaires du collège. Il y a 80. La taille de l'échantillon est de 80. Donc, ça peut être long. Combien il y en a de très satisfaits? Combien? Éventuellement, nous le ferons avec Excel. Mais là, imaginez-vous que j'ai compté donc les codes. Très satisfaits, c'est le code 1. Donc, il y a combien de 1? En tout, il y en a 17 sur les 80. 17 sur 80, ça donne un pourcentage de 21,3. Au cumulatif, 21,3 ici, pas de problème. Combien il y a de satisfaits? Donc, je regarde dans ma série statistique, il y a 24,2. Donc, le nombre 2, c'est un code pour illustrer les étudiants qui sont satisfaits. Donc, 24 sur 80 en pourcentage, ça donne 30.
Remarquez ici, on a décidé d'y aller à une décimale. Donc, à chaque fois, je dois indiquer mon dixième. Je garde un nombre après la virgule, un chiffre après la virgule. Et au cumulatif, ici, donc, on a 51,3 plus que 21,3 plus 30, ou, autrement dit, 41 sur 80, ça donne bel et bien 51,3 %. On pourrait dire qu'il y a 51,3 % des étudiants qui sont satisfaits ou mieux. Et on remarque quelque chose de spécial quand on fait la somme, étant donné qu'on a arrondi ici, souvent, on n'aura pas toujours des nombres exacts, mais on se rend compte qu'il faut garder, il faut arrondir de la bonne manière. On a 100,1. Il faut le spécifier. En temps normal, on s'attend à obtenir un total de 100 %. Nous obtenons 100,1 puisque c'est à cause des arrondis, des arrondissements qui ont été faits. Donc, ça, c'est important de le spécifier en mettant un petit astérisque au bon endroit. Donc, voilà un deuxième exemple d'un tableau de fréquence qui a été fait, cette fois-ci pour une variable qualitative à échelle ordinale. Donc, vous pouvez peser sur pause si vous voulez prendre la peine de prendre tout en note. Autre exemple. Donc, dans le prochain exemple, vous aviez déjà les données qui étaient déjà remplies là, pour les deux premières colonnes. Nous sommes dans le cadre d'une variable quantitative continue. Donc, une variable quantitative continue, c'est très difficile, là, ou lorsqu'il y a beaucoup, beaucoup de données. Ça peut être des variables quantitatives discrètes, mais avec beaucoup, beaucoup de données. Bien, ça serait très pénible d'y aller à la décimale près puis de faire 250 catégories. Donc, on va regrouper les données en catégories. Donc, lorsqu'on dit de 20 à moins de 40, nous allons éventuellement l'écrire avec des crochets. Là, vous verrez bientôt la notation avec les crochets. Mais de 20 à 40, il y avait un étudiant, ce qui correspond sur 49 à un pourcentage de 2,0. Donc, de 40 à 60, c'est comme si, dans le fond, je regardais combien il y a de gens qui sont de 40 à 59,9999999. Donc, ou bien Excel pourrait le faire éventuellement pour nous, ou bien on doit le répertorier nous-mêmes. On compte, dans le fond, dans chacune des cases, ça a été fait. Le pourcentage cumulé, vous avez à remplir cette colonne. Donc, si ici j'ai 2, 18,4, la somme, 20,4. Donc, 20,4 % des gens ont 60 et moins. Ont moins de 60, pardon. Donc, à chaque fois qu'on va avoir un résultat dans la colonne des pourcentages cumulés, bien, on doit additionner dans la colonne des pourcentages, donc dans la colonne ici, de façon à obtenir là, le résultat désiré. Encore une fois, on a un résultat à cause des arrondis qui n'est pas de 100 %, ce n'est pas plus grave que ça, mais on doit le mentionner. Donc, voilà pour les différents types de tableaux que vous aurez à faire. Nous allons maintenant aborder le travail des graphiques. Et nous allons voir les différents types de graphiques selon le type de la variable. On ne peut pas faire n'importe quel graphique pour n'importe quelle variable, tout simplement parce que dans certains cas, ça n'a pas de sens. Dans le cas des variables quantitatives discrètes, le graphique qui sera le plus pertinent est le diagramme à bâton. Donc, on dit bâton parce que, bien que ça n'apparaisse pas comme un bâton ici, là, il y a des limites à ce que des fois les logiciels comme Excel nous permettent de faire. On veut, en temps normal, uniquement faire un trait. Donc, le plus mince possible avec un crayon serait uniquement un trait pour signaler qu'il n'y a pas de valeur avant 3, avant 4, il n'y en a pas après. Hein, c'est uniquement à 1, 2, 3, 4. Donc, imaginez-vous ici qu'on a l'axe des X. Hein, on ne peut pas avoir des rectangles qui se touchent, par exemple, puisque les valeurs, elles, ne vont pas de 3,5 à 4,5. C'est uniquement 1, uniquement 2, uniquement 3, uniquement 4. On doit, dans nos graphiques, en tout moment, afficher tout dépendant de l'axe qu'on utilise. L'axe des Y ici est gradué en pourcentage. Donc, on doit indiquer au-dessus de chacun des bâtons le pourcentage qui est associé dans le tableau sur lequel on s'est appuyé pour y arriver. Remarquez que le titre est là. Et finalement, encore une fois, étant donné qu'on a un axe des X ici, on ne va pas mettre le 1 collé sur l'axe des Y. Hein, il faut faire un espace, bien respecter la graduation de notre échelle. Donc, voilà pour le diagramme à bâton. Et c'était le seul à voir pour les variables quantitatives discrètes. Maintenant, concernant les variables quantitatives continues, nous avons 3 types de graphiques. L'histogramme, le polygone de fréquence et l'ogive, qui est dans le fond la courbe des fréquences cumulées. Le premier graphique que nous verrons, c'est l'histogramme.
Donc, d'abord, regardez ici, qu'est-ce qui se passe? On va, après avoir mis un titre, nous allons utiliser des rectangles dont la largeur correspond aux classes qui sont données dans l'exemple. Donc, vous avez un tableau qui a été fait où on a, par exemple, les revenus d'étudiants pour un emploi d'été. Donc, de 2000 à 2500, de 2500 à 3000, etc. Ce sont les différentes classes qui ont été utilisées. Et la hauteur du rectangle correspond au pourcentage des fréquences relatives qui sont données dans le tableau. Donc, 2, 12, 18, 28, 20, etc. Ce sont les pourcentages d'élèves qu'on retrouve dans chacune des classes. C'est l'histogramme. Remarquons ici qu'on a fait une brisure d'axe. Donc, si on a, vous voyez, de 0 à 1,5, il y a comme un saut. En temps normal, il aurait fallu faire 0 à 0,5 à 1 à 1,5. Pour éviter de manquer d'espace, des fois, on va sauter les premières valeurs. Donc, on fait une brisure d'axe qui est indiquée ici. Pour faire le polygone de fréquence, bon, c'est un graphique qui est à part, là, qui est différent de l'histogramme, mais qui ressemble beaucoup, puis on peut se baser sur l'histogramme pour y arriver, puisque dans le fond, c'est tout simplement de prendre le point milieu de chacune des classes, de partir avant et après la fin des classes. Donc, on suppose évidemment que s'il n'y a pas de résultat en bas de 2000, c'est que c'est 0. Et s'il n'y a pas de résultat après 5500, c'est que c'est 0 aussi. Donc, on crée des classes imaginaires, puis on prend les points milieu. Et ensuite, on va tout simplement relier par des segments de droite. Donc, si vous enlevez, vous pouvez le superposer si vous voulez, là, mais si vous enlevez carrément l'histogramme, donc les rectangles blancs, vous obtenez ce qu'on appelle le polygone de fréquence. On continue. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur pause là, si jamais je vais trop vite là, pour prendre la peine de prendre en note les différents graphiques. Le troisième et dernier graphique pour les variables quantitatives continues, c'est l'ogive, qui représente dans le fond la répartition cumulée. On va utiliser la colonne, la dernière colonne du tableau, là, la colonne des fréquences cumulées. Donc, au lieu d'avoir comme titre répartition de 50 élèves selon leur revenu, là, c'est la répartition cumulée et on a bel et bien ici, hein, vous voyez le pourcentage cumulé. Donc, quel est le pourcentage des gens qui gagnent moins de 2000? 0. Et chacun des autres points seront sur la borne supérieure. Donc, on va toujours dire, par exemple, dans notre tableau, si je regarde les données, on sait qu'il y a 14 2 des étudiants qui gagnent 2500 et moins. Il y a 14 des étudiants qui gagnent moins de 3000. Donc, raison pour laquelle, là, on est à la borne supérieure ici. On relie par des droites. On indique nos pourcentages. Et si vous faites bien votre ogive, votre répartition cumulée, on devrait toujours finir avec le 100 puisque le dernier point inclut toutes les données. Donc, 100 des données sont inférieures à 5,5, qui est 5 500 $. Donc, voici un exemple de l'ogive où les points ne sont pas au milieu, contrairement au polygone de fréquence, mais à la fin de chacune des classes. Un petit exemple ici. Donc, là, on n'a pas fait vraiment de calcul jusqu'à présent. Donc, on a différentes questions concernant notre ogive. Donc, on peut aller chercher des informations qui sont pertinentes, qui sont intéressantes, sans devoir passer nécessairement par le tableau de données. Bon, d'abord, je vous donne un petit 10 secondes. Il y a des erreurs de présentation dans le graphique l'ogive que vous avez devant vous. Quelles sont ces erreurs? Donc, je ne sais pas si vous les voyez. 3, 2, 1. D'abord, dans le titre, on a marqué courbe de fréquence cumulée. Bien, ça devrait être plutôt répartition cumulée. Donc, allez voir l'exemple précédent. Là, on devrait avoir le mot répartition. Le en fonction là, qui est écrit, c'est un synonyme de selon, donc ça va, là, mais répartition des fréquences cumulées, non pas courbe. Ce n'est pas totalement faux, mais si on veut vraiment faire les choses de manière claire et consistante, cohérente, on va mettre répartition au début. Ensuite, il n'y a pas le pourcentage. C'est un peu fatigant. Là. On va aller chercher les informations tout à l'heure, mais il faut à chaque fois faire des lectures approximatives. Ça aurait été bien d'inclure les pourcentages. On est capable d'aller les chercher dans le tableau, mais si on a un graphique, c'est qu'on veut s'éviter l'utilisation du tableau bien souvent. Et finalement, la troisième erreur, il devrait y avoir une brisure d'axe ici. Là. On ne commence pas à 50, on devrait commencer à 0, mettre une brisure d'axe et ensuite
partir à 50. Donc, on répond aux différentes questions en B. Donc, environ 75 des sujets ont pris moins de. Donc, si on regarde le 75 là, évidemment, ça reste que ça va être des approximations. On va utiliser des données concis, mais le 75 il est ici. Puis on regarde, hein, on arrive pile dessus. Là. Si vous regardez le tableau que vous avez bel et bien comme résultat 100 secondes. Par la suite, environ, quel est le pourcentage des gens qui ont pris moins de 80 secondes? Donc, on regarde où se situe le 80 secondes. Il est ici. Le pourcentage cumulé, bon, j'irai avec quoi? À peu près avec 32, c'est ouais, à peu près 32 des sujets. Donc, comment j'y arrive? 80 secondes. Je fais une lecture comme ça. Je vais chercher mon pourcentage de telle manière. Il faut faire attention à la façon dont la question est posée. Donc, en 3i, on dit environ 65 des sujets ont pris plus de. Donc, les données, les pourcentages qu'on a ici nous donnent l'information pour le moins de. Comment on fait aller chercher pour le plus de? Bien, 65 des sujets ont pris plus de, ça revient à faire 100 moins 65 Donc, 35 des sujets auraient pris moins de, c'est la même phrase. Donc, on va plutôt aller chercher le 35 qui est à peu près ici. Et on aurait quoi là, 35 si je vais à peu près, encore une fois, je suis ici, c'est 80, bon, à peu près 82, 83. Donc, ça reste que c'est des approximations, je suis d'accord avec vous. Là. Mais on voit ici que 80 donc 65 des sujets ont pris plus de 83 secondes. Donc, le plus de, c'est aller dans ce sens-là. Donc, tout le pourcentage qui est là, c'est 65 Celui qui est ici, c'est 35 OK? Donc, faites attention, si on dit moins 2, plus 2, ici, j'ai fait 100 moins 65. J'ai pris un 35 pour aller chercher la valeur en secondes et non pas le 65 direct. Même genre de question, mais ici, on a encore une fois le plus de 90 secondes. Donc, on va regarder 90 secondes, c'est ici. Si on parlait, si on y va directement, on dirait que, je ne sais pas, environ, 56, 58, là, on pourrait, bon, on va dire 56. Environ 56 des gens ont pris moins de 90 secondes. Ça veut donc dire que, le complément de ça, 100 moins 56, ça veut dire que 44 des gens ont pris plus de 90 secondes. Okay, donc, le 44 vient du fait qu'on a le 56 moins de, bien, le plus de, on fait 100 moins. Ensuite, 25 des sujets ont pris moins de... Il n'y a pas de piège là-dessus, non? Ben, on revient à notre phrase début. Donc, 25 qui est à peu près ici. On était à 75 secondes. Rien de spécial. Là, on revient sur une question assez de base. Donc, 75, bon, j'avais mis 76. OK, bon, ça reste que c'est approximatif. 76, c'est ici. Parfait. Dernière question où il faut un peu plus réfléchir. Quel est le pourcentage des gens qui ont pris entre 75 et 112? Bon, là, je n'ai pas les moyens d'écrire quelque chose. Mais regardez bien, si on parlait en termes de moins de, soit quel est le pourcentage qui prend moins de 75 secondes? 75 secondes, on l'a fait approximativement, là. Ça reste que c'est environ, je ne sais pas, 24, 25. Si on regarde pour 112, ben c'est à peu près ici, 112. Fait que, ouais, on va y aller avec 90. Donc, la proportion de gens qui sont entre les deux, c'est 90 moins environ 25. Donc, 90 moins 25, là, c'est la proportion de gens qui sont dans l'intervalle 75-112. Donc, 75-112, le pourcentage de gens qui sont là, c'est le pourcentage de gens qui est là. Donc, j'ai fait 90 moins 25, ce qui me donne 65 S'il y a des questions, de toute façon, vous me revenez en classe, là, n'hésitez pas. Donc, nous allons maintenant parler des graphiques pour les variables qualitatives. Variables qualitatives, d'abord à échelle nominale. Donc, échelle nominale, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre. Nous pouvons faire un diagramme à secteur, nous pouvons faire un diagramme à bande rectangulaire horizontale ou un diagramme à bande rectangulaire verticale.
Donc, dans le cas du diagramme circulaire, quand même très populaire là, pour les variables qualitatives à échelle nominale, évidemment, on a le même titre que le tableau, répartition de l'échantillon selon, etc., le sport. Donc, allez voir l'exemple qui a été construit dans les notes de cours. Il y a une légende, là, chaque couleur ou des fois, ça peut être des picots avec des trucs assurés. Bref, une légende qui nous dit quel secteur correspond à quelle modalité de la variable. Et bien qu'Excel va éventuellement le faire pour nous, si on veut savoir pourquoi, par exemple, le basketball qui occupe 11,3 %, comment on ferait pour le faire à la main? Bien, ça occupe 11,3 % de la tarte. Bien, on va simplement calculer l'angle au centre qu'on va mettre pour respecter cette proportion. Bien, 11,3 sur 100 ou encore une fois 34. Il y a eu 34 personnes sur 300 là, qui ont dit que c'était le basketball leur sport préféré. Donc, 34 sur 300, combien ça correspond de degrés hein, par rapport à 360, une simple règle de 3? Nous obtenons 40,8 degrés. Donc, l'angle ici au centre est de 40,8 degrés. On préfère ce calcul pour les autres modalités et on obtiendrait au bout de la ligne une somme de 360 degrés. Pour ce qui est des diagrammes à bande rectangulaire horizontale, comme son nom l'indique, on fait des rectangles, des bandes. Ici, pas nécessairement des bâtons, là, puisque l'échelle ici, on comprend qu'elle n'est pas graduée selon des nombres. Là, ce sont des modalités. Donc, on met encore une fois les pourcentages, bien important. Et les bandes ne doivent pas être collées. Il n'y a pas de continuité entre hockey, basketball, football et soccer. Okay? Puis l'ordre ici n'est pas important. Diagramme à bande rectangulaire verticale serait la même chose, mais on ferait des rectangles verticales à la place. Finalement, on termine avec les variables qualitatives à échelle ordinale. Donc, comme c'est ordinal ici, oh, faites attention, là, ma barre est mal mise, on va enlever. Donc, petite erreur dans dans mon animation. On barre, il n'y aura pas de diagramme à secteur. Donc, à échelle ordinale, on ne peut avoir de diagramme à secteur puisqu'on doit ordonner nos modalités. Alors que le diagramme à secteur, ce n'est pas clair, ça ne nous donne pas une bonne idée de l'ordre qui existe entre les différentes modalités. Alors que, par exemple, un diagramme à bande rectangulaire verticale que vous voyez ici, on est passé de tout à fait d'accord à tout à fait en désaccord en respectant l'ordre de chacune des modalités. Et vous constatez qu'on a encore une fois le titre, les pourcentages qui sont indiqués. On ne colle pas les rectangles. Ça ressemble beaucoup au graphique à bande rectangulaire horizontale, comme je l'ai dit, là. À bande rectangulaire horizontale, on respecte les différentes normes qui ont été données. Donc, voilà. Fin des notes concernant les graphiques. Vous pouvez maintenant les faire vos exercices. Puis on continue dans la prochaine vidéo sur les différents types de mesures.